à mes collègues, M. Hureau et Gouya. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, merci d'accueillir cette formation sur l'information en chirurgie en 2012. Il nous avait été demandé à moi-même de faire une séance sur la médecine légale en chirurgie. J'avais trouvé que c'était un peu lourd comme programme et on a préféré centrer sur un point très particulier, car au moment où cela nous a été demandé, venait de sortir en 2010 un dernier arrêt, il y en a beaucoup, de la Cour de cassation. Nous allons y revenir. Il était important, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors, je voudrais tout de suite dire à mes 5 conférenciers que je les supplie de ne pas dépasser un quart d'heure, car le programme est chargé. Lorsque nous les aurons entendus, Christian Gouya vous présentera 2 cas d'école, si j'ose dire, ce que d'aucuns appelleraient des histoires de chasse, mais c'est quand même plus important. Et ces 2 cas d'école seront soumis aux membres de la table ronde, puis ensuite, pour ouvrir la discussion, puis ensuite, bien sûr, à la discussion de la salle. Alors, si vous le permettez, je vais vous faire une petite introduction que je peux faire d'ailleurs de ma place puisque je n'ai pas de projection particulière. Alors pourquoi l'information en chirurgie en 2012 ? L'information du malade requiert une attention particulière en chirurgie car plus que tout autre médecin, le chirurgien est sous le coup des articles 16 et 16.3 du Code civil. Que disent-ils ? Il ne peut exercer son activité qui porte atteinte à l'intégrité ou psychique de ses patients que dans l'intérêt thérapeutique de son acte et avec le consentement de l'intéressé, sous réserve bien sûr que celui-ci soit à même de le donner. Nous ne traiterons aujourd'hui que dans le cadre de cette table ronde, que de l'information préalable à l'acte. Ça n'est pas pour autant méconnaître l'importance de l'information postérieure à l'acte. Elle est due au malade et à ses proches lorsqu'au décours de l'acte ou dans le suivi de celui-ci, le chirurgien doit faire part de la survenue de ce que l'on appelle maintenant pudiquement un événement indésirable. Or, la négligence ou la mauvaise gestion de cette information est à l'origine de bien des malentendus pourvoyeurs du contentieux judiciaire. Peut-être que nos conférenciers aborderont un petit peu ce problème. Mais revenons à l'information préalable à l'acte chirurgical. Sans monter plus avant, c'est, comme nous le dira Monsieur le Président Pierre Sargos, l'arrêt Tessier de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 28 janvier 1942 qui marque le début d'une jurisprudence sur l'information préalable à donner à un malade. Cette jurisprudence n'a en rien dévié depuis, même si elle s'est enrichie. Le président Pierre Sargos exposera cette évolution, en particulier à la suite des arrêts que je citais tout à l'heure, du 3 juin 2010 et du 9 février 2012. Vous voyez que nous ne sommes pas en retard dans notre étude de la jurisprudence, grâce à un éminent spécialiste de la jurisprudence qui est Pierre Sargos à côté de moi, qui a sorti avec Claudine Expert un recueil remarquable de toute la jurisprudence essentiellement de la Cour de cassation concernant la médecine depuis 1810. Alors je le laisserai donc vous en parler, ainsi que maître Gisèle Mort, ancien bâtonnier et conseiller habituel des
demandeurs. Qu'est-il devenu? Qu'en est-il du devoir d'information, en particulier depuis la série des 12 arrêts de la Cour de cassation rendus après la rédaction du président Pierre Sargos entre le 25 février 1997 et le 18 janvier 2000. C'est d'ailleurs à l'occasion de tous ces arrêts que j'ai fait la connaissance du président et qu'il m'a appris beaucoup de choses en matière de procédure et de jurisprudence. Il paraît, a-t-il dit tout à l'heure, que je lui avais appris un petit peu quelque chose sur la médecine et la chirurgie. Je l'en remercie. Tout a été débattu et tranché juridiquement. Qui informe? À qui incombe la preuve que l'information a été donnée? Quel est le contenu de cette information? Jusqu'où peut-on informer? Qui doit-on informer? Quelle est la finalité de cette information? Autant de questions auxquelles ne manqueront pas de répondre Maître Georges Lacueille, tout au bout de la table, conseiller habituel du défendeur, c'est-à-dire du chirurgien, et M. Nicolas Gombaud, qui est un des hauts responsables juristes d'une des plus grandes mutuelles d'assurance en responsabilité médicale. Il est là à l'autre bout de la table, il représente le sous-médical MACSF. Le devoir d'information sur le risque encouru du fait de l'acte chirurgical et la recherche du consentement éclairé est fondé sur le principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Il était admis jusqu'à présent que le manquement à l'obligation contractuelle d'information retirait au patient la possibilité d'un choix, donc en définitive d'un consentement ou d'un refus éclairé des investigations ou traitements à subir. Ce préjudice est directement rattachable à une perte de chance, comme cela a été très explicitement et directement énoncé dans l'arrêt du 7 février 1990 de la Cour de cassation. Le chirurgien a un devoir de conseil, comme le souligne l'arrêt du 18 janvier 2000. Le malade conserve sa liberté de choix, même si, pour le praticien, le choix du patient ne paraît pas le plus favorable. S'il n'a pu le convaincre, il doit au moins respecter ce choix. C'est sur ce respect, dû à la dignité humaine, que revient l'arrêt du 3 juin 2010 qui édicte, et je lis, que l'obligation du médecin d'informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine. Que le médecin qui manque à cette obligation fondamentale cause nécessairement un préjudice à ses patients, fût-il uniquement moral, que le juge ne peut laisser sans indemnisation. C'est sur cet aspect de l'atteinte indemnisable de la dignité humaine, je dirais, à titre de commentaire personnel, extension apparente de la responsabilité du chirurgien, que nous entendrons maître Patrick de Fontbressin, spécialiste de la Convention européenne des droits de l'homme. Quelle en est la portée réelle, surtout depuis l'arrêt du 2 février 2012, dont nous parlera le président Sargos, qui centre à nouveau sur l'indemnisation de la perte de chance. Il y a là un petit retour en arrière. À partir de là, la discussion sera ouverte au niveau de la table ronde lorsque nous aurons entendu nos 5 conférenciers, et elle sera ouverte grâce à Christian Gouillat qui a préparé, je vous l'ai dit, 2 exemples qui seront soumis à nos conférenciers juristes, puis ensuite à l'appréciation et la discussion de la salle. Merci de m'avoir écouté.
Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Voilà, c'est comme ça, si vous mettez dans votre poche, voilà. Bon, d'accord. Je vais avoir l'air d'un espèce de martien, là. Oui, je remercie mon ami, le professeur Hureau, de ses propos, et il a été trop élogieux en mon égard, mais je ne serai jamais assez à son égard, puisque combien de fois j'ai fait appel à lui pour avoir, à l'occasion de rapports que j'avais à faire, des explications sur la réalité médicale du dossier que nous avions à étudier sur le plan de la responsabilité civile. Je vais essayer très rapidement de brosser un tableau en quelque sorte clinique, sans émettre d'opinion particulière sur le bien ou mal fondé de telle ou telle jurisprudence, encore que j'aurai beaucoup à dire là-dessus, sur le problème de l'information. Effectivement, la forme moderne du devoir d'information est née avec l'histoire d'un chauffeur de taxi de Bordeaux qui, en 1930, fut blessé dans un accident de la circulation. Accident pas trop grave, fracture simple, ça a une certaine importance d'un membre supérieur, hôpital. Et là, le médecin avait le choix à l'époque entre deux techniques. Technique ancestrale, appareillage plâtré, et nouvelle technique, enfin une technique relativement nouvelle qui apparaissait, l'ostéosynthèse. Le médecin a pratiqué l'ostéosynthèse. 1930, bon, c'est pas devant vous que je ferai évidemment le rappel du problème antibiotique. Infection, gangrène, amputation. Tessier engage une série de procès, d'abord devant le juge administratif, puis c'était un hôpital, et devant le juge civil, et fait valoir pour l'essentiel finalement, mais bon, ce que j'apprends au fil des expertises, c'est que j'ai été opéré selon une technique qui pouvait entraîner ce risque d'infection et de gangrène, que ne présentait pas, ou présentait à un degré nettement moindre, l'appareillage plâtré. Bon. Et il a dit, je n'ai pas été informé de cette alternative thérapeutique, donc la responsabilité du praticien est engagée. Et l'affaire a été retardée par la guerre, le début de la guerre, il y a eu des remplacements de conseillers à la Cour de cassation. Et la décision qui a été rendue par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, c'est l'arrêt Tessier, 28 janvier 1942, a tranché 3 points, dont 2 sont toujours d'actualité. Le premier, c'est le fondement éthique du devoir d'information. Le second, c'est, et les termes de l'arrêt Tessier, c'était une obligation qui est imposée, je cite, par le respect de la personne humaine et dont le manquement est constitutif d'une atteinte aux droits des malades. Vous voyez déjà la terminologie de la loi de 2002. Deuxième point, le médecin doit informer le patient de la nature exacte de l'opération qu'il lui propose et de ses conséquences possibles et des alternatives thérapeutiques. Tout ça, c'est consacré par la loi de 2002. Et enfin, cet arrêt a également tranché la question de la réparation, qui avait été contestée, parce que le médecin, qui s'appelait Parcelier, le chirurgien, disait « Mais enfin, ce n'est pas mon manquement d'information qui a causé, au sens matériel, au sens d'origine, qui a causé l'infection, puis la gangrène. » Et la Cour a écarté ce moyen en disant ceci: le fait illicite qui a été commis par le chirurgien, c'est-à-dire le défaut de recueil d'un consentement éclairé par l'information, sans lequel ce dommage ne se serait pas produit, pour les juristes, on reconnaît la théorie de l'équivalence des conditions, mais peu importe, en est la cause génératrice, et c'était la réparation intégrale. Réparation intégrale. On est resté sur ce terrain pendant un demi-siècle pratiquement, puisqu'il y a encore un arrêt... je prends 7 arrêts pour illustrer ma présentation. Donc, premier arrêt Tessier. Deuxième arrêt, l'arrêt Michel du 11 février 1986, qui reste sur le terrain de la réparation intégrale, tout en passant sur le terrain contractuel. Et puis arrive le 7 février 1990 avec un bouleversement. Un bouleversement, bon, dans la discussion, je pourrais dire ce que j'en pense, et j'en pense beaucoup de mal parce que c'est une aberration. On passe à la perte de chance. Mais il s'agissait de quoi dans cette affaire? Il s'agissait d'une opération dont, au niveau de la sphère ORL, dont un des risques consistait en des troubles de la vision assez forts qui se sont réalisés.
Et la Cour d'appel n'avait accepté d'indemniser que le préjudice moral. Michel est allé devant la Cour de cassation en disant « Attention, préjudice moral, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Mon préjudice corporel doit aussi être réparé. » Il invoquait les précédents. Et la Cour de cassation, dans des conditions assez singulières, fait un revirement en disant « Non, le praticien, en n'informant pas le patient de ce risque de trouble de la vision, l'a seulement privé, je cite, d'une chance d'échapper par une décision peut-être plus judicieuse au risque qui s'est finalement réalisé et ce qui constitue une perte de chance. Bon. Donc la réparation intégrale est terminée et la situation était donc la suivante. Au lendemain de l'arrêt Junier, préjudice moral si le juge estime qu'il y a, et dans tous les cas pratiquement, puisque même en 2006, juste avant un revirement malencontreux, la Cour a encore consacré l'existence d'un préjudice moral. Mais pour le préjudice corporel, perte de chance, ce qui signifie que si les juges du fond considèrent que s'il avait été informé, le patient aurait accepté l'information, il n'y a pas de réparation d'annulation du préjudice corporel. Par contre, s'ils estiment que, informé, il aurait soit refusé l'information, soit l'aurait différé, ce qui est aussi important dans un certain nombre de situations, la réparation se limite à une fraction de la totalité du préjudice. Pour simplifier, s'il y avait par exemple 80% de chances que le patient informé aurait refusé l'intervention, il aura 80% de son préjudice total, de ses différents préjudices corporels. Troisième arrêt que je vais citer, l'arrêt Naudy, 6 décembre 2007, qui supprime le préjudice moral. Bon, ceci a entraîné un tollé général dans toute la doctrine. Je n'ai pas pu voir une seule opinion favorable. Bon, pour la petite histoire, c'était revenir sur des acquis jurisprudentiels remontant pratiquement un siècle et demi, parce que le préjudice moral était né dès le début la première tiers du XIXe siècle. Donc, on était en 2007 dans la situation où, dès lors que les juges du fond estiment que le patient informé aurait refusé l'information, il n'a droit à zéro, à aucune indemnisation, nonobstant le fait qu'il était établi qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation d'information. Quatrième arrêt, qui est l'arrêt de revirement, l'arrêt Sœur du 3 juin 2010, qui est important aussi à un autre titre, puisqu'il passe au fondement délictuel et abandonne le fondement contractuel, ce qui me paraît tout à fait heureux. Mais on était dans une situation également dans laquelle une cour d'appel avait estimé, dans une affaire assez pénible d'ailleurs, avait estimé que si le patient avait été informé, il aurait accepté le risque d'hémiplégie qui avait entraîné la mort après 3 ans de déchéance physique épouvantable. Donc, elle lui avait accordé simplement préjudice moral. La Cour avait annulé le préjudice moral. Dans l'arrêt Sœur du 3 juin 2010, une cour d'appel avait appliqué cette jurisprudence, donc pas de préjudice moral et pas de réparation de préjudice corporel, puisque l'intéressé aurait accepté l'intervention. Et l'arrêt Sœur revient en arrière. Mais il revient en arrière sur quoi? Quand on lit un arrêt, il faut aussi lire le moyen. Le moyen de l'avocat au conseil consistait à dire il y a au minimum un préjudice moral. Bon, je simplifie bien évidemment dans la terminologie. Et la Cour, dans une formulation qui a créé certaines équivoques peut-être, a dit que dans tous les cas, il devait y avoir une réparation. Donc, on revient au statu quo ante. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait une interrogation. Je crois qu'elle a été tranchée de façon très nette par un arrêt du 9 février 2012. J'avais un petit aparté avec M. Gombault, là, on se connaît depuis longtemps. Il y a un arrêt de janvier également, mais il me paraît moins net. C'est le 6e arrêt que je cite, l'arrêt Ramassamy, du 9 février 2012, qui est intéressant parce qu'il se situe, puis quand on voit le rapport du conseiller, on se rend compte de la portée. Bien qu'il y ait eu un incident technique, cet arrêt aurait dû être publié, puis il est marqué sans publication, mais ce sera sans doute rattrapé. Incident technique à la Cour de cassation, j'entends. C'est une affaire dans laquelle une cour d'appel statuant au mois de septembre ou octobre 2010, donc après l'arrêt Sœur du 3 juin 2010, qui avait rétabli le préjudice moral, et une cour d'appel
avait estimé qu'informer le patient aurait accepté, mais n'a évalué le préjudice que de façon globale, de façon forfaitaire. Et la Cour prononce une cassation en disant ceci: l'indemnité due à la victime d'un accident médical qui a perdu une chance du fait d'un défaut d'information sur le risque d'une intervention chirurgicale d'éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l'intervention projetée doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et correspondre à une fraction souverainement évaluée de ses préjudices. Donc, c'est un retour vers le passé relativement récent, c'est-à-dire le passé des lendemains de l'arrêt Junier. La portée de l'arrêt Sœur, en dehors de sa portée de doctrine sur le terrain du choix délictuel et non plus contractuel, consiste à dire que dans tous les cas, il doit y avoir une réparation, fût-ce au titre du préjudice moral, et s'il y avait des probabilités que l'intéressé refuse l'intervention, bien, réparation de préjudice corporel à la mesure de la probabilité qu'il aurait refusé. Mais il y a un autre, le dernier arrêt que je vais citer, le 7e arrêt, c'est l'arrêt Société Medical Insurance Company du 11 mars 2010, qui est important, parce qu'il introduit une donnée nouvelle. Une donnée nouvelle, j'ai cité l'attendu de cet arrêt Ramassamy du 9 février 2012, qui dit l'indemnité due à la victime d'un accident médical. Mais la notion d'accident médical renvoie à l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire c'est le dommage qui se produit indépendamment de toute faute du praticien et qui est inhérent à l'acte et qui ne pouvait être évité. Donc on est en plein sur le terrain de la réparation de l'accident médical qui, vous le savez, depuis la loi du 4 mars 2002, dont l'indemnisation relève, à condition qu'il y ait une certaine gravité, de la réparation par la solidarité nationale via l'ONIAM. Et ça s'applique à tous les faits générateurs de dommages dans les actes médicaux postérieurs au 5 septembre 2001. L'arrêt Société Medical Insurance Company est intéressant parce qu'il introduit dans le mécanisme de la réparation de l'information le nouveau système issu de l'ONIAM de la façon suivante. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle la Cour d'appel avait estimé que la probabilité que le patient refuse l'acte qui lui était proposé, c'était une opération d'une sciatique qui avait entraîné une paraplégie totale pour un homme de 57 ans, était de 81%. Donc, la Cour d'appel a alloué 80% du dommage total. Et l'avocat de l'intéressé, de la victime, a eu l'idée de se retourner vers l'ONIAM, disant « Mais enfin, ce qui se passe, c'est un accident médical. » Donc, accident médical, loi de 2002. Il a été devant l'ONIAM. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf dans les discussions après, d'autant plus que je dois parler très brièvement. Dites-moi si j'ai fini, j'en ai pour 3 minutes. Et la Cour d'appel avait refusé, la Cour de cassation a décidé qu'il devait y avoir réparation complémentaire. Donc, on aboutit finalement à un phénomène assez singulier. Je reviens à 1942, donc il y a 60 ans. C'était la réparation intégrale. Avec ce système de l'arrêt Société Medical Insurance Company du 11 mars 2010, on peut aboutir à la réparation intégrale également, au moins pour les atteintes corporelles d'une certaine gravité. Bon, vous le connaissez, plus de 24% d'IPP, au moins 24% d'IPP, ou des atteintes graves privant l'intéressé de possibilité de continuer sa profession, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail pour l'instant. Donc, dans tous ces cas-là, le patient, il pourra obtenir la réparation intégrale via la réparation préjudice moral pendant l'information, réparation à la mesure de la chance perdue de refuser l'intervention, et pour le complément non réparé, ONIAM. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est une invraisemblable usine à gaz procédurale, puisque les intéressés, les victimes, devront envisager au fond une double procédure devant l'ONIAM, puis éventuellement devant le praticien, ce qui me paraît à la fois long, coûteux, compliqué et peu réaliste. Je crois qu'en dehors de craintes que l'on peut avoir au niveau du non-respect de l'obligation d'information, parce que si j'étais avocat
et que j'avais un patient qui vienne me voir et qui me dise, voilà, je suis paralysé, je reprends cette affaire de cet homme là dans l'affaire Société Medical Insurance Company. C'est abominable comme pour un homme de 57 ans, paraplégie totale. J'ai pas été informé, mais je lui dirais, mais écoutez, mettez un oreiller sur la non-information, allez devant l'ONIAM et réclamez tout à l'ONIAM, puisque c'est un accident médical. Donc on va aboutir en fait à une non-couverture. Un avocat normalement consciencieux, il ne peut pas engager son client dans un processus aussi risqué, aussi aléatoire, aussi long, aussi coûteux que la double action ONIAM, accidents médicaux. Alors finalement, en dehors de 30 secondes, d'accord. Finalement, au nom du réalisme, je défends maintenant une conception réalisme à la fois qui tient compte de 3 données. Première donnée, c'est que le coût de l'assurance pour les spécialités à risque, notamment chirurgien obstétricien, est exorbitant, est anormal. Deuxième point, c'est excessif. Je renvoie à des remarques du professeur Pelé là-dessus. Deuxième point, il faut assurer l'efficacité du maintien de l'information tout en permettant la réparation intégrale. Donc moi j'en viens maintenant à être partisan que dans le domaine de la non-information médicale, la réparation de la survenance de l'accident médical atteignant les seuils indiqués relève de la solidarité nationale et que un mécanisme incitatif permettant d'assurer malgré tout que l'information est donnée repose sur un système, par exemple, sans entrer dans le détail, dans la loi de 2002, l'assureur qui ne propose pas une indemnité encourt une pénalité de 15% au bénéfice de l'ONIAM, qui peut être. Donc je pense qu'un système de cet ordre serait souhaitable, mais que le réalisme ne permet plus maintenant, je crois, la réparation intégrale à la charge des seuls praticiens. Je vous remercie.